Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une invitée victime d'injustice. Dago Victorine est née le 26 février 1971 à Divo, ville où elle réside actuellement. Mère de 2 enfants et commerçante, c'est en classe de CM2 qu'elle met fin à ses études pour des raisons familiales. Avec 27 ans de vie commune, Dago Victorine se marie en 2005 à M. Kwasi Niaba Modeste. Malheureusement, la mort emporte ce dernier le 11 mai 2018. Notre invité est empêché d'assister aux obsèques de son mari. Quelles en sont les raisons? Découvrons toute son histoire dans un instant avec Caroline. Et voilà, nous recevons donc notre invitée, Madame Dago Victorine, qui nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Elle a pratiquement terminé de se laver les mains. Et le portrait que vous venez d'entendre, il a été écrit par Marie-Ange Emiem et lu par Nafi Touré. Alors, Madame Dago, on n'attend plus que vous. Malheureusement, vous n'avez pas droit à des applaudissements bien fournis comme d'habitude. Mais nous essayons tant bien que mal de vous recevoir avec la chaleur habituelle de cette émission, avec cette petite musique, comme pour vous dire bienvenue dans votre émission. Bonjour et bienvenue à C'est Midi. Merci. Beaucoup de courage à vous. Nous savons que ce que vous avez vécu n'est pas quelque chose d'évident, d'aisé, mais nous partageons et respectons votre présence sur ce plateau. Merci. Tout va bien, j'espère. Oui, alors, docteur Philo, nous revenons donc au thème du jour. J'ai été empêchée d'assister à l'enterrement de mon mari. Qu'en pense docteur Philo? Quelle est son opinion sur ce thème? On le retrouve tout de suite. Le thème du jour, selon Dr Philo. Non, mais il va falloir qu'on songe quand même à un applaudimètre, sinon ça dénature un tout petit peu cette émission. Ça fait 5 ans que nous avons fait cette émission avec la présence et les applaudissements des téléspectateurs. Donc à partir de demain, je pense qu'on aura un applaudimètre. C'est bien comme ça, voilà. Enregistré, voilà. Et il y a des gens qui m'ont interpellé, ils ont dit, votre émission est bizarre. Non, ça ne sera pas bizarre. Bizarre, on n'applaudit pas. J'ai dit, non, c'est pas à cause de moi, vous allez venir m'applaudir, ça sert à rien de venir m'applaudir. Et puis toi-même malade. Non. Alors, docteur Philo, vous savez quoi? On va profiter quand même pour papoter un peu. Moi, hier, j'ai regardé l'émission avec Jean-Michel et j'ai senti l'absence du public. Et je me suis dit, vraiment, c'est-à-dire que dans la vie, il faut négliger personne. Il ne faut négliger personne. C'est-à-dire que chaque personne que vous avez dans la société, quelle que soit l'échelle, quel que soit le statut social de la personne, a une importance capitale dans votre vie. Donc, la présence des autres, on va dire, vous confère un certain équilibre. Et cet équilibre-là nous a vraiment manqué. Sans public, il n'y a pas de spectacle. Voilà. Pourtant, une émission, c'est un spectacle. C'est Midi, c'est un spectacle. C'est une émission spectaculaire. On était orphelins hier et puis vous l'avez senti à la maison. Et nous qui étions en studio, c'était grave. Et j'ai vu Anassé juste après la pub qui faisait ça. Il n'y a pas public. C'était un réflexe. Anassé, c'est le chauffeur de salle que nous embrassons très fort. Oui, docteur Philo, pour revenir encore, moi je me demande pourquoi est-ce qu'on vous empêche d'assister à l'enterrement de votre mari. C'est vrai, nous sommes en Afrique et c'est la femme qui porte le deuil. Franchement, je pèse mes mots, je ne sais pas, c'est votre version, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les raisons, parce que vraiment, interdire une femme d'assister, c'est que dans certaines communautés religieuses, la femme n'a pas le droit d'aller au cimetière. Mais si vous venez dire à la télévision aussi qu'on vous empêche d'assister à l'enterrement de votre mari, c'est que quelque part chez vous, ça se fait. Et nul n'a le droit quand même de vous retirer ce droit-là. Parce que c'est la femme qui porte le deuil. C'est la femme, quand vous allez à Yopougo, j'habite Yopougo, au funéraire, c'est la femme qui est assise et puis on vient, on dit, voilà la dame, elle a deuil, on danse devant elle, voilà, on fait les dons et autres, on dit le nom de la dame. Et en même temps, c'est ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, si, je suis inquiet quand même, si on vous empêche d'assister à l'enterrement de votre mari, et l'héritage alors? C'est qu'il n'y a même pas votre nom sur la liste. C'est tellement qu'il n'y a même pas votre nom sur la liste et je suis inquiet. Je dis que, comme on le dit, les larmes d'une veuve riche se suivent rapidement. C'est parce que certainement vous n'avez rien, vous êtes un peu diminué quand vous allez de côté. Généralement, c'est la belle famille qui fait ça. On néglige ça, souvent c'est ça. Voilà, donc je voulais dire que les morts nous parlent. Moi j'ai été pendant mes moments... Oui, les morts nous parlent. Ils vous parlent à vous? Non, Caro. Sérieux, dans la le public n'est pas, le public nous parle. Hein. Mais voilà. Le public n'est pas mort. Moi j'ai été, la dernière fois j'étais en train de relater mes histoires, mes moments de galère. Moi j'ai été gardien de cimetière pendant au moins 6 mois. Sérieux? Oui.
gardien des cimetières. En fait, les gens peuvent témoigner. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment vous croire. Parce qu'on ne sait pas à quel moment vous êtes en train de dire la vérité. Ouais, je sais qu'il a fait plusieurs petits métiers, chauffeur de War, tout ça, mais gardien de cimetière. Philo, c'est un peureux quand même. Oui, c'est pour cela, vous qui êtes sur le plateau, vous devez me croire d'abord avant qu'il y ait un doute de moi. Et je dis, c'est un témoignage. Il y avait une dame à l'époque là, en fait, chaque fois, en fait, quand son mari est décédé, elle partait déposer des fleurs sur la tombe de son mari à la date anniversaire. J'étais le gardien du cimetière. Et la dame, chaque fois qu'elle partait déposer les bouquets de fleurs, elle ne donnait jamais d'eau au truc. Voilà le respect même de son mari déjà. Elle ne donnait jamais d'eau à la tombe pour sortir du cimetière. Donc elle ressortait comme ça. Et un jour, j'ai eu le nœud creux, j'ai demandé à la dame, j'ai dit, madame, vous venez déposer les fleurs là pendant tout le temps. Pourquoi vous-même là même, vous ne donnez pas d'eau? Elle dit, mais en fait, la femme, elle était bien belle, elle avait une forme vraiment, j'ai un griffe généreuse. Elle dit, mon mari qui est là, de son vivant, il me disait, ah, Catherine, là où tu es là vraiment, avec ton physique impressionnant là, ton derrière la peut réveiller cadavre. Donc c'est pourquoi je n'ai pas retourné pour réveiller mon défunt. Et c'est réel. Non, Philo, vous n'êtes pas sérieux là. Il faut respecter la mémoire des morts. Et on l'a vu dans l'œuvre de Amadou Koné, le respect des morts avec cette situation où les gens ont voulu construire un barrage, voilà, ce conflit générationnel. Donc il faut respecter la mémoire des morts parce que c'est elle qui était en contact avec le mort. Donc c'est elle qui communique avec lui. Elle ne va pas dire le contraire. Donc si aujourd'hui ça lui fait mal, c'est que certainement là il y a une raison. Docteur Philo, on vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Madame, il y a quoi pour cette chronique. Et puis nous profitons de l'occasion pour faire un gros coucou à Paulus Agathon qui est donc dans son office pour recueillir les réactions des internautes. Alors, on ne vous le souhaite pas du tout, mais vous êtes empêché d'assister à l'enterrement de votre conjoint ou de votre conjointe. Quelle serait donc votre réaction? Paterne Assemian, à vous l'antenne. Chris Paterne Assemian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, nous sommes à Batas, c'est dans la commune de Bergeville. Le décès d'une personne ainsi que les funérailles qui s'en suivent suppose le rassemblement de la famille et les intimes au funérarium, sur le lieu de culte ainsi qu'au cimetière. Il savait parfois que cet instant puisse se réveiller de vieilles querelles ou rancœurs. L'on vous empêche de participer à l'enterrement de votre conjoint. Votre réaction? Je pense que c'est pas normal. Parce que elle s'est mariée avec cette personne pour le meilleur et puis pour le pire. Elle a passé tant d'années avec cette personne. Aujourd'hui, la personne l'a quittée. Il faudrait qu'elle soit encore à ses côtés jusqu'à ce que le corps de son mari soit caché. Ma réaction sera inattendue, parce que ça va me blesser jusqu'à ma femme encore. On ne doit pas m'empêcher d'assister à l'enterrement de ma femme. Sauf par cas de force majeure comme coronavirus. Oui, ça ne sera pas facile. Ça ne sera même pas facile du tout. Comment? Non, mais mon mari, on a vécu beaucoup de temps, on a passé beaucoup de temps ensemble. Tout d'un coup, il décède, puis il m'a empêché à son enterrement. Sincèrement, je ne serais pas d'accord pour ça. La famille, d'autres même pensaient que c'est moi qui ai tué mon mari. À moins qu'on m'ait vraiment attaché, sinon rien ne pourra m'empêcher. Peu importe ce que la famille dira, peu importe ce que moi, ma famille dira, ou peut-être ma religion me dira certaines choses, mais je ferai tout mon possible pour être à l'enterrement de mon mari. Des situations parfois insolites qui n'échappent pas au quotidien. À vous le studio, Caroline. Merci infiniment, master à moi, Paterne Assemian. Petit réaménagement sur ce plateau juste pendant l'intervention de Paterne. Cassandra nous a rejoint. Oui. Vous êtes toute en beauté, Cassandra. Vous allez bien, toute belle. On s'est passé le mot, hein, n'est-ce pas? Tout en blanc. N'est-ce pas? Alors, Dago, Amoin, Victorine, vous étiez auparavant commerçante, vous avez arrêté cette activité et malheureusement, depuis 2 ans, vous êtes veuve. Il faut dire que vous êtes également mère de 2 enfants. Vous avez fait la rencontre de votre défunt mari en 1989, alors que vous étiez âgé de 18 ans et lui en avait 50. Alors la question que moi je me pose tout de suite, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à cette époque-là à vous mettre en couple avec un homme qui avait pratiquement 3 fois votre âge. Bon, c'est-à-dire que j'étais tellement attachée à mon père et que quand je l'ai vu qu'elle est venue vers moi, je me suis dit que cet homme pourra m'adopter. Vous aviez perdu votre père? Oui, mon père, bon, mon père il vivait toujours. Mais un homme de cet âge-là pourra bien s'occuper de moi. C'est-à-dire que je disais toujours que les jeunes, ils ont une manière de se comporter avec les filles, alors qu'un homme âgé, il sait comment prendre la femme, il connaît la valeur d'une femme. Et l'amour aussi n'a pas de frontières. C'est dans ce contexte aussi que je vois la chose.
L'amour n'a pas d'âge, en fait. L'amour n'a pas d'âge, sinon l'amour a quelques frontières quand même. L'amour n'a pas d'âge. Il y a des barrières qu'il ne faut pas du tout franchir en matière d'amour. Alors, apparemment, c'était un amour à distance parce que monsieur Dago, c'est bien cela, ne vivait pas, monsieur Kwasi ne vivait pas à plein temps ici en Côte d'Ivoire. Bon, il était résident. Il était résident. Voilà, donc il pouvait aller 6 mois après, il venait en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, il était pratiquement ici, en Afrique. Mais il pouvait aller 1 an pour régulariser ses papiers et tout le temps, il passait ça à Abidjan ici avec moi. Voilà. Alors, en 2005, vous allez vous marier légalement? En 2005, parce qu'on est resté en concubinage pendant longtemps. Tout à fait. Et en 2005, en 2004, j'ai décidé de... Il a tout fait pour que j'aille en France auprès de lui. D'accord. Ça n'a pas marché parce que j'avais 2 semaines de visa. Et quand le visa a inspiré, je suis revenu. Et il s'est rendu compte qu'il y avait le mariage, j'aurais resté. Donc c'est comme ça qu'il est venu en 2005 et on a fait le mariage à la mairie de Divo. Voilà. Un beau mariage, hein. N'est-ce pas? Vous en avez encore le souvenir? Oui, oui. Et malheureusement, 5 ans après le mariage, monsieur Kwasi va perdre la vue. Là, c'était vraiment difficile pour moi. Parce que je voyais que ce n'était pas une messe à faire. Mais comme c'est dans le meilleur pour le pire, il fallait accepter d'être à ses côtés dans le pire. Et j'ai surmonté ce degré. Malgré mon jeune âge, j'ai pris en tout cas la force de le faire. Pour l'amour de Dieu, je l'ai toujours accompagné partout où il partait. Et j'étais mal vu par ma génération qui se moquait de moi. Et que qu'est-ce que tu vas faire avec cet homme et qui a perdu la vue? Mais je le faisais... On vous encourageait à refaire votre vie avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Mes camarades, en tout cas, ils ne voulaient pas me voir. Mais j'ai dit non, je l'ai accepté. J'ai déjà au moins 2 enfants avec lui. Il n'était pas comme ça quand je l'ai connu. Donc, je peux quand même rester à ses côtés, tout et tout. La perte de la vue, elle est accidentelle. C'est venu plus comment, la vue? Bon, la vue, là, je ne sais pas, mais c'est en France que ça a commencé. Il a eu mal aux yeux. Non, il n'a pas fait d'accident. C'était de façon progressive ou... Il n'a pas eu d'accident. Ça a été de façon subite? Oui, il n'a pas eu d'accident. D'accord. D'accord. À partir de cet instant-là, est-ce que le caractère de monsieur va changer ou il reste le même? Non, parce qu'un handicapé, surtout quelqu'un qui a perdu la vue, il n'a plus le goût à la vie. Il développe certains complexes aussi. Voilà, c'est difficile. Mais il faut une personne de cœur douce et une personne qui sait, en tout cas, qui a pitié, qui peut supporter. C'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi, mais je l'ai fait. Et que pensaient, on va dire, vos parents? C'est surtout, de cette relation. C'est surtout l'encouragement de mon père qui me donnait toujours la force. Mon père, souvent ça me vient parfois, je dis que bon, je ne peux pas rester dans ça parce qu'il était devenu impulsif. Compliqué, je n'arrivais pas, souvent on va dans le milieu et c'est là qu'il va commencer à dire que je veux tant. Quand je dis non, il y a des gens qui disent non. C'était compliqué pour moi. Mais je faisais recours à mon père, je dis papa, je ne peux pas rester dans ça. Mon père me disait que non, c'est une croix parce que quand tu te maries, on ne divorce pas. Tu as déjà accepté, il faut le faire pour l'amour de Dieu. Si tu ne le fais pas, qu'un jour il tombe dans un creux, tu auras ça dans ta conscience. Oui, c'est comme ça. Quand vous dites que vous faisiez appel à votre père, étant mort? Donc mon père, il vivait quand même. C'est vrai qu'il est mort, mais il ne vit plus, oui. En fait, la situation devenait tellement insoutenable qu'elle avait envie de partir. D'accord. Et votre mari n'avait pas de problème de vue avant? Avant, il n'avait pas de problème de vue. Et c'était quoi le résultat des médecins? Il n'avait pas une cataracte, quelque chose? Rien? Bon, c'est en France qu'il a fait tous ces trucs-là, mais quand il est venu, il n'avait plus la vue, au fait. Mais étant sa femme, vous n'avez pas regardé les papiers? Bon, souvent les hommes, ils ont difficile qu'ils disent ce qu'ils ont à leur femme. Des choses qu'ils n'aimaient pas, mais ils n'aimaient pas que je rentre dedans. Après ça, vous n'avez pas eu la possibilité de le rejoindre en France? Non. Je ne suis plus parti. Il faut dire que vous avez eu 2 enfants. 2 enfants, oui. Qui ont quel âge? Bon, il y a un qui a 25 ans et le cadet, il a 13 ans. Et avant d'avoir des enfants avec vous, lui, il avait déjà ses enfants? Il a son fils Alexandre qui est l'aîné. Et après, il a eu Félicité qui est promptement au village. Il y a eu
Il y a eu au moins, il avait déjà des enfants. Ses premiers enfants avaient la même mère? Non, non, non. Chaque enfant a sa mère. Donc vous êtes la seule avec qui il a eu 2 enfants? Oui, oui. Et avant d'aller plus loin, je voudrais savoir la relation que vous aviez avec vos beaux-parents. Vraiment, c'est compliqué. Parce que mes beaux-parents ne m'ont jamais aimé. Et c'est pour ça même que je ne sais pas, mais ils ne m'ont jamais aimé. J'ai plusieurs fois délégué les gens d'aller leur demander qu'est-ce qu'ils me reprochent. Ils n'ont jamais donné des réponses. C'était pas votre trop grande jeunesse? Bon, quelque part au départ, ce que ils disaient, ils répétaient à chaque fois que j'étais jeune, il fallait qu'ils prennent une femme de son âge, il fallait qu'ils fassent leur choix. Bon, et lui, il a dit, mais vous trouvez l'âge jeune, mais l'esprit ne peut pas être jeune. Je peux apprendre une femme âgée qui ne peut pas faire comme ce qu'elle le fait. Donc laissez-moi, si elle part, si elle ne part pas, laissez-moi. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Que eux, dans leur famille, quand une personne est aisée et qu'il est en Europe, il faut bien qu'il se marie dans soit l'enfant de sa propre sœur pour que l'argent reste en famille. Ah d'accord, donc vous êtes en train de nous dire que le monsieur était quand même aisé? Oui, je pense, parce qu'il se suffisait. Oui, il se suffisait. D'accord. Et est-ce qu'il arrivait à bien s'occuper des enfants? Oui, parce qu'il louait ma maison, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Manger, oui. Et les enfants étaient en contact permanent avec leur papa? Oui, parce qu'il était régulier ici. Et lui, ses enfants? Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec vous? Oui, même Alexandre. L'aîné? L'aîné. Quand il est venu au pays, c'était la première fois il est venu me connaître le pays. Je l'ai pris dans ma maison. Et à chaque fois quand il venait en Côte d'Ivoire, c'est chez moi qu'il restait. Et je cède ma chambre même quand il y a une studio, je lui laisse la chambre. Je préfère me dormir à terre. Je faisais tout. Parce que quand tu aimes quelqu'un, que tu as accepté de faire une vie avec quelqu'un, il faut aimer ses enfants. Tout à fait. Et c'est ce que je faisais. Franchement, lui, je sais qu'ils me regardent, toute personne, tout le monde m'ont vu comment j'étais avec ses enfants. Je n'ai jamais montré un comportement. Et malgré ça, la belle famille vous détestait? Ils m'ont jamais aimé. Mais comment ça s'est manifesté? Comment est-ce que la belle famille se comportait envers vous? Bon, de façon pratique. La belle famille, franchement, souvent quand je tiens mon mari en main, il me bat. La belle? Oui, il me bat. Pendant que je le tiens en main, il ne voit pas, il me bat. Qui? Sa soeur, surtout sa grande soeur. Ça, c'était à quel moment, quand il est tombé malade? Oui, il est tombé malade. Il est tombé malade en... Bon, je ne peux pas... Vous n'avez pas la mémoire des dates? Je n'ai pas la mémoire de ça, mais... D'accord. Parce que quand il vient en Afrique, il décide d'aller voir sa mère. Sa mère avait en 95 ans. Et on partait voir sa mère. Souvent, en ce moment, j'étais à Divo, il avait pris une maison. Il a dit, comme ma mère est vieille, tu vas t'occuper de ma mère. Donc, si tu t'amènes à Abidjan, c'est encore loin. Donc, à Divo, je faisais à manger, j'envoyais la vieille. Souvent, quand il m'envoie l'argent, je prends des gens, je paye pagne. Quand j'envoie le pagne, sa soeur, qui est la grande soeur de mon mari, déchire le pagne. Et la vieille pleurait pour dire que, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Une personne qui quitte en vie, qui vient me donner à manger. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Donc, et à cause de moi, on ne donne plus la nourriture à la vieille. Donc, ils étaient très durs avec vous? Oui, très durs. Alors, quelques années plus tard, votre époux va tomber malade. Je veux dire, en plus de la cécité, il tombera malade et vous ne saurez jamais de quoi il souffrait exactement. Comment vous apprenez qu'il est souffrant? Bon, mon mari est quitté ici. J'ai un peu de difficultés pour maintenir la date, mais il est quitté ici. C'est pas... Bon, quand il est quitté, il est parti en Côte d'Ivoire tout dernièrement. Ça faisait au moins tout à de 6 mois, 7 mois, je n'avais pas ses nouvelles. Et c'est comme ça que son maire de main, je l'ai appelé, puisque c'est lui qui faisait mes mandats pour payer la maison. Son homme de main? Oui, il s'appelle Ahmed. C'est lui que j'ai appelé et il m'a dit que papa est malade. Et ça fait au moins 6 mois qu'il est à l'hôpital. Mais il a dit de ne pas te dire pour te faire inquiéter, mais je te dis parce que ça ne va pas du tout. Donc quand Ahmed m'a dit ça, quand Ahmed m'a donné les informations, j'ai approché mon fils pour lui dire. Et mon fils a dit, mais maman, si papa est malade, Alexandre, c'est vrai qu'il était en conflit avec le vieux et qu'il a abandonné le vieux dans la maison toute seule. On ne peut pas quand même laisser Alexandre et puis ne pas lui mettre au courant que son père est malade. Moi, je vais l'informer. Il dit, ce qui s'est passé entre lui et son père, c'était un cas qui était très délicat. Et il ne va jamais accepter que son fils vienne. Il dit, maman, je vais le faire, c'est mon grand frère. Et il a contacté son frère sur son mail. Et c'est comme ça qu'il est parti à l'hôpital. Quand il est arrivé à l'hôpital, il m'a appelé. Il m'a dit, Victorine, je suis à l'hôpital, mais papa est vraiment malade.
Je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Faire tout pour que je vienne et je vais rester auprès de lui. Toi, tu travailles, tu ne peux pas rester à chaque fois s'occuper de lui. Il dit, bon, ce n'est pas le moment. Et quand je dis ça, il a privé les jeunes qui me donnent les informations à l'hôpital, c'est-à-dire son mère de mère, il y avait une Valentine qui était sa servante aussi. Il les a chassés tous auprès de son père. Et il a coupé tous les ponts, c'est-à-dire je n'avais pas de communication, les nouvelles, je ne pouvais plus avoir aucune nouvelle au niveau de mon mari. Et j'étais là avec mes enfants, la pression de la maison, sur la pluie, le propriétaire de maison vient me menacer, la souffrance. Et je n'arrête pas de composer à chaque fois le numéro, mais ça tombait toujours sur messagerie. C'est comme ça qu'il dit, Eric, j'ai eu une idée. On va appeler son locataire, son propriétaire de maison, et peut-être qu'il m'aura des informations. Martine Passager, je répète bien son nom. Et c'est elle qui m'a dit, monsieur Kwasi est malade. Mais je ne peux pas vous dire dans la chambre à laquelle ils l'ont hospitalisé, mais le nom de l'hôpital. Et quand on a pris le nom, il a dit, ton fils doit regarder sur le mail et puis ça, connaître le nom de l'hôpital, puis comme ça, vous donnerez des informations. Et comme la France, à chaque fois, il y a des numéros sur les trucs, c'est comme ça que mon fils est rentré sur le mail, il a vu le numéro, voilà, Internet, et on a commencé à appeler. Il faut dire que pour appeler, ce n'est pas 5 francs. Je vendais mes pailles, c'est que je n'ai pas encore cousu pour pouvoir avoir de l'argent, et puis appeler. Et souvent, même quand on arrive sur 10 000, au moment où on veut me passer le monsieur, ça coupe. Je recommence encore. Ce n'était pas facile. Et c'est comme ça qu'un jour, Dieu merci, son monsieur a dit, monsieur Kwasi, vous avez une femme ici, une femme en Côte d'Ivoire qui vous appelle. J'attendais oui. Et il me dit que, mais ça m'étonne parce que ton fils dit que tu es le seul parent, tu es son seul parent et que tu n'as même pas d'enfant en Afrique, personne. Et l'enfant qui a appelé dit que tu es son fils qui appelle Kwasi Eric. Il dit, oui, c'est mon fils. Donc, l'enfant n'était plus content. Et quand j'ai causé avec mon mari, il a dit, franchement, c'est quelle vie tu fais au pays et puis tu ne m'appelles pas. Je dis, non, Alexandre a coupé, je ne sais pas, mais le numéro ne passe pas. Donc voilà ce qui s'est passé, le numéro ne passe pas. Et j'ai dit, il dit, je suis malade. Je ne sais pas si je vais vivre, mais ça ne va pas. Je dis, ah, ils m'ont chassé de la maison. Je ne sais pas où je vais aller avec les enfants. Cette histoire est bien triste. Hein. Ce n'était pas encore terminé, madame. Donc, c'est dans ça. Nous allons poursuivre, ne vous inquiétez pas. Nous allons poursuivre l'histoire. On part pour la pub et donc c'est dans ça on était très vite pour la suite. Grande nouvelle, Planète, American Cola et Bubble Up deviennent encore plus grands. Le Menco Extra maintenant en format 1 litre. Nouveau, Planète, American Cola, Bubble Up en bouteille 1 litre. À découvrir dès maintenant pour seulement 500 francs. Pour encore plus de plaisir. Un produit NBC. Yesterday give me away. Yeah. I got the power. Oh. Let move. Pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde samedi. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi, très chers téléspectateurs, toujours en compagnie de notre invitée témoin, Madame Dago Amouin Victorine. Et juste avant la pub, nous échangions autour du thème « J'ai été empêchée d'assister à l'enterrement de mon mari ». Et justement, Madame nous parlait un peu du calvaire qu'elle a vécu lorsque son mari était souffrant en France. Elle n'avait pas accès à lui, empêchée donc par son beau-fils, le premier fils de son mari. Et voilà, les choses ne se sont pas du tout améliorées jusqu'à ce que ce dernier nous quitte. C'est bien cela. Oui. Alors, comment est-ce que vous allez apprendre la mort de votre époux? Oui, parce que quand, à l'hôpital où il était, la première hôpital où il était, là-bas, ils ont décidé de m'aider pour que je vienne auprès de lui. Et quand il a vu que là-bas, il était menacé parce qu'ils ont su que tout ce qu'il disait n'était pas vrai, il a dépassé son père et il l'a mis dans l'hôpital des diaconesses. Là-bas, on n'avait même plus
des échos. On ne savait plus comment faire. Et on a fait un retour encore à l'hôpital où il était auparavant. Quand vous dites on, il s'agit de qui? De mon fils et moi. Voilà. Et c'est lui vous avez pu partir en France? Mon fils, j'ai un enfant qui a 25 ans, c'est avec lui que je faisais ses recherches. Les donc, recherches, quand je dis d'accord. Donc vous continuez les recherches. Donc quand c'est là-bas de l'hôpital, l'ancien hôpital il était, c'est là-bas, on nous a dit que c'est dans l'hôpital de Diaconesse. Et c'est là qu'il a fait les recherches et on a aussi trouvé son docteur, Son médecin. Et c'est son docteur qui a dit aussi la même chose, qu'il va me faire un certificat médical pour que je vienne. C'est ce que j'attendais. J'attendais, alors que mon mari est décédé. Et qu'ils ont déjà envoyé son corps à la morgue auprès de son village, Iré. Donc comme ça, j'étais là. C'est parce qu'il est mort que je sentais des malaises. Je ne me sentais pas bien. Donc ma servante a appelé ma grande soeur, que maman est malade depuis un certain moment, il faut venir. Et quand ma grande soeur est arrivée, je dis, comme j'ai des menaces de la maison n'est pas payée, prends mes affaires et puis va avec ça au village. Et je l'accompagnais maintenant au village. C'est à la gare BG que j'ai vu les femmes qui avaient porté les uniformes. Mes beaux-parents, je les ai, mes beaux-cousines, je les ai vues. Quand ils m'ont vu, chacun a pris son côté. J'ai dit à ma grand-sœur, mais je ne comprends pas pourquoi ils me voient et puis tout le monde se disperse. Et j'ai une nièce aussi qui est la nièce de mon mari, du côté maman, mais du côté papa, c'est la nièce aussi de mon mari, qui s'est approchée. Elle a dit, mais Victorine, tu ne vas pas aussi à au lever de... aux obsèques de ton mari. Il dit, qui? Il dit, mais Fajon, parce qu'on l'appelait Fajon. Fajon est décédé. Je dis, quoi? Je ne crois pas. Elle dit, si, c'est le vendredi, là, on fait lever du corps. Ça doit être quand même terrible comme ça d'apprendre dans mais la je rue je vous assure que j'ai pissé sur moi. J'ai eu, excusez-moi, mais j'ai eu mes menstrues. Et je tremblais sur moi. Et c'est comme ça que ma grand-soeur m'a appelé pour dire, je sais que tu souffres. Je peux ce que je peux. Elle dit, non, vas-y avec mes affaires. Mais je vais tenir bon. J'ai pris le cas, je suis arrivé à la maison. J'ai pleuré, j'ai dit, non, les pleurs ne peuvent pas arranger mes choses. Je vais me lever. Et je suis partie à l'ambassade de France. J'ai expliqué, pendant que j'expliquais, le jeune qui était là, il y a eu des journalistes qui avaient une conflit. Pourquoi l'ambassade de France? Est-ce qu'il était, il avait la nationalité? Je ne savais plus, je cherchais. Vous cherchiez des solutions? Voilà, je ne savais plus. D'accord. Donc là-bas, ils ont dit, s'il était français, on aurait pu vous aider. Mais il est résident. Donc allez-y à la justice pour que la justice vous donne les directives. Et c'est là-bas que le juge, la justice m'a dit de prendre un huissier. Et que l'huissier, maintenant, va faire une opposition de l'enlèvement du corps. Et c'est comme ça, quand ils sont venus prendre le corps pour aller enterrer, parce que c'était le vendredi, le morgue les a dit qu'il y a une opposition qui est faite sur le corps. Donc, en fait, au moment où le vendredi n'est pas encore arrivé, arrangez-vous avec l'épouse. Ils disent qu'eux, ils ne me considèrent pas en tant que la femme de leur frère, leur neveu. Ils s'en foutent, je suis une famille pauvre, ils s'en foutent de moi. Donc, ils ont compté sur leur personnalité, des cadres. En tout cas, ils ont des cadres, ils ont des hauts cadres. Moi, je n'ai personne. C'est l'occasion aussi pour nous d'informer les téléspectateurs. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous avez la possibilité de recourir à un juge de tutelle, donc qui va entrer en contact avec les parents pour entamer une médiation. Voilà. Donc, ils n'ont pas eu de considération. Donc j'attendais, je pensais qu'en faisant ça, ils allaient faire un recours et puis tous on allait partager, mais eux, ils ne faisaient que des menaces. On va donc finalement, vous n'assistez pas je n'ai pas assisté, je n'ai pas assisté. De votre conjoint, de votre rien mari. Du tout, je n'ai rien assisté. Et ils sont allés l'enterrer. Quand le jour que... Après combien de temps ils sont allés l'enterrer? Après combien de temps? Non, le corps est resté 5 mois, si je ne mens pas, 5 mois. Mais c'est là que j'ai fait. Opposition. Qui a levé l'opposition? C'est vous qui avez levé l'opposition? Non, c'est moi qui suis parti faire me lever. Ok. Parce que j'ai demandé les documents. Et comme vous ne voulez pas que j'assiste à l'enterrement, je veux les documents qui pourra donner la justice droit qui pour dire que son mari est mort. Donc je veux les documents qui prouvent aussi qu'il est vraiment mort en France. Donc il dit qu'il ne donnait pas son fils, mais avec la justice, il a fait venir ça par mail. Et à cause des documents, la justice m'a appelé pour dire de faire me lever. Et quand j'ai fait me lever, il les a donné le droit pour que je parte aussi assister mon mari, mais ils ont dit que non, qu'ils ne veulent pas. C'est toujours la famille qui s'est opposée. Voilà. Alors, pour revenir donc au droit, juridiquement, la mort dissout le mariage, donc la famille a le droit d'organiser les obsèques.
Cependant, puisque vous aviez l'information de ce qu'on vous empêchait d'assister aux obsèques de votre mari, vous auriez pu recourir à un juge de l'urgence qui serait donc intervenu en votre faveur. Paulus Agathon a enregistré quelques réactions des téléspectateurs. On les retrouve tout de suite. Alors Caroline, il y a de nombreuses réactions sur la page Facebook C'est Midi. J'imagine. C'est l'occasion d'inviter ceux qui ne l'ont pas encore liké à liker la page C'est Midi. Mais il y a une question qui revient la plupart du temps et c'est d'ailleurs la seule que j'ai retenue pour mon intervention. Alors on a Issa Traoré de Fatoumata qui dit c'est vraiment triste, on imagine ses douleurs quotidiennes. Mais est-ce qu'elle nous dit réellement tout? Qu'est-ce qui a bien pu pousser sa belle famille à réagir ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas eu des antécédents pour que sa belle famille soit aussi distante et cruelle envers elle? Vous avez bien entendu la question. Est-ce qu'il n'y avait pas des antécédents pour que votre belle famille soit aussi hostile? Est-ce que vous n'aviez pas un comportement qui les poussait à agir de la sorte? Bon, moi, je sais que je me reprocherai en tout cas. Mais je veux dire que quand quelqu'un ne t'aime pas, quel que soit ce que tu vas faire, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Je n'ai jamais manqué de respect, je n'ai jamais eu un comportement. Franchement, je ne me reproche pas quelque chose, avoir fait quelque chose de mal envers eux. Ils ne m'ont jamais aimé comme ça. Une autre question, Paulus? Non, c'était la question qui revenait le plus et il était important d'insister sur celle-là. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce que cela a produit en vous lorsqu'on vous a empêché d'assister à ces obsèques-là? Avez-vous réussi à faire le deuil de votre époux? Oui, non, je n'ai pas pu réussir à faire le deuil. Parce qu'en principe, quand ton mari décède, il faut bien... Parce que lui-même, dans son vivant, il disait ça. Il dit, le jour que je ne serai plus, mes enfants restaient en costume. Toi, tu prends beaucoup de fleurs, tu chantes une chanson. Je ne sais pas bien chanter la chanson, mais j'entends siffler le train. C'est ce qu'il me disait toujours. Et ça ne vous faisait pas peur? Il n'était pas malade quand Non, quand il était avec moi, il disait le jour, je sais que je prends de l'âge, mais le jour que je dois mourir, je meurs, que tu vas m'accompagner, c'est cette chanson qu'il faut chanter. Bon, de toutes les façons, la mort, c'est notre avenir le plus certain. Donc, ils m'ont empêché de tout. J'ai eu vraiment mal. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas fait de deuil. Je suis là. Mais pourquoi vous voulez coûte que coûte, vous avez voulu coûte que coûte aller à l'enterrement? Vous ne vous dites pas quelque part que de toute façon, de son vivant, sa belle famille ne m'aimait pas. Apparemment, rien ne devrait vous surprendre aussi. C'est son mari. C'est son mari. Vous dites, bon, rien ne me surprend. En fait, quelque part, souvent, quand il y a des situations, tu te dis, bon, je laisse tomber et puis je vais penser à autre chose. Vous avez un proche qu'il décède, vous avez forcément besoin d'être là. Juste voir le corps pour faire le deuil. Je n'ai même pas eu le corps. Il faut lui dire au revoir. Mais j'imagine son traumatisme. Hein. Je n'ai même pas eu le corps. Est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer des psychologues ou des hommes de Dieu, des religieux après? J'ai commencé à aller. J'ai une amie qui est à la chose HMA. J'ai commencé à être suivi un peu, sinon ça m'a fatigué. Parce que ce qui m'a fait plus mal, c'est que le petit garçon le cherchait, puisque le chef du village a dit quand même de partir. Il a délégué les gens. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, mes amis m'ont soutenu. On est parti quand même dans le village et nous ont fait des bagarres. Et aujourd'hui, puisque vous avez 2 enfants, quelle est votre situation et qu'est-ce que vous attendez réellement de la justice? Bon, ma situation, c'est compliqué, je n'ai même pas un toit. Mon enfant se promenait chez ses amis. Moi, j'ai envoyé l'autre au village, qui se trouve au village, qui va à l'école. Ma grande, c'est elle qui fait un ticket pour l'amener à l'école. Moi, je suis à Divo. Bon, je ne sais pas, mais c'est difficile. Nous vous conseillons tout simplement de vous rapprocher du tribunal pour faire un acte d'hérédité. C'est très important. Voilà. Donc le tribunal va se charger de faire un acte d'hérédité pour faire l'état des lieux, ce qu'il avait exactement, s'il a laissé un testament, pour que vos enfants puissent aussi avoir droit et pourquoi pas vous. Vous êtes mariés sous le régime de la communauté ou de la séparation de biens? De la communauté de biens, c'est très bien. Alors, vraiment beaucoup de courage à vous. Oui, merci. Nous allons vous laisser en compagnie du doyen. Bienvenue Neba, c'est 5 minutes, on le retrouve tout de suite. Bienvenue Neba, c'est la minute du doyen. Que dire de cette situation? Moi, je pense que s'entendre avec sa belle famille, c'est très important. À défaut de faire l'unanimité, il faut au moins avoir de bons rapports avec certains. Si c'était le cas, Madame aurait quand même pu suivre certains moments de l'évolution de cette triste affaire. Et puis en plus, le mariage d'une jeune fille, très jeune fille, avec un homme très adulte, est suspect. Tout le monde voit ça un peu comme quelqu'un qui va
à la conquête d'une fortune. Je crois que les parents, c'est un peu comme ça qu'ils ont vu cette affaire-là. Et c'est pour cela que, depuis le début, ils vous créent des ennuis. Et c'est ce qu'ils ont certainement dû mettre dans la tête de cet enfant qui vous aimait beaucoup. Cependant, je pense que ce n'est pas une raison pour qu'ils agissent ainsi. Mais à la jeune génération, je voudrais dire que quelqu'un a beau vous aimer, nous sommes des Africains. Si dans sa famille, les gens ne vous aiment pas du tout, il vaut mieux prendre de la distance. C'est ce que je voulais conseiller. Merci. Sinon, ça se termine mal. Merci infiniment, le doyen. Bienvenue les mains pour votre contribution. Merci beaucoup. Madame Dago, à moi, Victorine, ce n'est pas terminé, hein. La justice est là pour vous. Donc, allez-y. Voilà. Prenez tous les renseignements possibles. Allez-y au tribunal. Expliquez ce que vous nous avez raconté sur ce plateau. Et on espère que vous trouverez une solution. Et puis, encore beaucoup de courage à vous. Oui, mais on a déjà essayé. Mais n'abandonnez pas. Oui, on a essayé de faire venir tous mes documents concernant le mariage. J'ai envoyé l'association. Et quand je les ai rappelés, ils ont dit de voir Alexandre. Et à chaque fois quand je fais... Mais vous n'avez pas accès à Alexandre, vous faites comment? Non, je n'ai pas accès à lui. Ça va aller. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. 22 01 00 00, c'est le numéro qu'il faudra appeler pour pouvoir participer à cette émission. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de Cassandra Assa.